Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour vous lire les caractères de La Bruyère. La Bruyère est célèbre pour son œuvre unique, Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Son unique œuvre, mais également l'œuvre de toute une vie. En effet, il aurait travaillé 17 ans sur cette unique œuvre pour le publier en 1688. Ce recueil de 420 remarques sous forme de maximes, de réflexions, de portraits présentés comme la continuation des caractères du philosophe grec Théophraste. La Bruyère décède en 1696 après avoir revu et corrigé son œuvre pour une 9e et dernière édition posthume, celle-là. Les caractères ou les mœurs de ce siècle sont ainsi passés de 420 remarques en 1688 à 1120 en 1694. Cet ouvrage, constitué d'un ensemble de brèves pièces littéraires, compose une chronique essentielle sur l'esprit du XVIIe siècle. Nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons commencer la lecture. Je rends au public ce qu'il m'a prêté. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. Il est juste que, l'ayant achevé avec toute l'attention pour la vérité dont je suis capable, et qu'il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature. Et s'il se reconnaît, s'il connaît quelques-uns des défauts que je touche, sans corriger, c'est l'unique. C'est l'unique fin que l'on doit se proposer en écrivant, et le succès aussi que l'on doit moins se promettre. Mais comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi se lasser de leur reprocher. Il serait peut-être pire s'ils venaient à manquer de censeurs ou de critiques. C'est ce qui fait que l'on prêche et que l'on écrit. L'orateur et l'écrivain ne sauraient vaincre la joie qu'ils ont d'être applaudis. Mais ils devraient rougir de même s'ils n'avaient cherché par leur discours ou par leur écrit que des éloges. Outre que l'approbation la plus sûre et la moins équivoque est le changement de mœurs et la réformation de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit parler, on ne doit écrire que pour l'instruction. Et s'il arrive que l'on plaise, il ne faut pas néanmoins s'en repentir, si cela sert à insinuer, à faire recevoir les vérités qui doivent instruire. Quand donc il s'est glissé dans un livre quelques pensées ou quelques réflexions qui n'ont ni le feu, ni le tour, ni la vivacité des autres, bien qu'elles semblent y être admises pour la variété, pour délasser l'esprit, pour le rendre plus présent et plus attentif à ce qui va suivre, à moins que d'ailleurs elle ne soit sensible, familière, instructive, accommodée, au simple peuple, qu'il n'est pas permis de négliger. Le lecteur peut les condamner, et l'auteur les doit proscrire. Voilà la règle. Il y en a une autre, et que j'ai intérêt que l'on veuille suivre, qui est de ne pas perdre mon titre de vue, et de penser toujours, et dans toute la lecture de cet ouvrage, que ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que je décris. Car bien que je les tire souvent de la cour de France et des hommes de ma nation, on ne peut pas néanmoins les restreindre à une seule cour, ni les renfermer en un seul pays, sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue et de son utilité. Ne s'écarte du plan que je me suis fait d'y peindre les hommes en général, comme des raisons qui entrent dans l'ordre des chapitres et dans une certaine suite insensible des réflexions qui les composent. Après cette précaution, si nécessaire et dont on pénètre assez les conséquences, je crois pouvoir protester contre tout chagrin, toute plainte, toute maligne interprétation, toute fausse application et toute censure, contre l'effroi plaisant et les lecteurs mal intentionnés. Il faut savoir lire, et ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce qu'on a lu, et ni plus ni moins que ce qu'on a lu.
Et si on le peut quelquefois, ce n'est pas assez. Il faut encore le vouloir faire. Sans ces conditions qu'un auteur exact et scrupuleux est en droit d'exiger de certains esprits pour l'unique récompense de son travail, je doute qu'ils doivent continuer d'écrire, s'ils préfèrent du moins sa propre satisfaction à l'utilité de plusieurs et au zèle de la vérité. J'avoue d'ailleurs que j'ai balancé des années, dès l'année MDCL XXXX, alors je ne sais pas comment traduire cette année, mais je vous le dis. Et avant la 5e édition. Entre l'impatience de donner à mon livre plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux caractères, et la crainte de faire dire à quelques-uns. Ne finiront-ils point, ces caractères? Et ne verrons-nous jamais autre chose de cet écrivain? Des gens sages me disaient d'une part, la matière est solide, utile, agréable, inépuisable. Vivez longtemps et traitez-la sans interruption pendant que vous vivrez. Que pourriez-vous faire de mieux? Il n'y a point d'année que les folies des hommes ne puissent vous fournir un volume. D'autres, avec beaucoup de raison, me faisaient redouter les caprices de la multitude et la légèreté du public, de qui j'ai néanmoins de si grands sujets d'être content, et ne manquaient pas de me suggérer que personne presque, depuis 30 années, ne lisant plus que pour lire, il fallait aux hommes, pour les amuser, de nouveaux chapitres et un nouveau titre. Que cette indolence avait rempli les boutiques et peuplé le monde depuis tout ce temps, de livres froids et ennuyeux, d'un mauvais style et de nulles ressources, sans règles et sans la moindre justesse, contraires aux mœurs et aux bienséances, écrits avec précipitation et lus d'eux-mêmes, seulement par leur nouveauté, et que si je ne savais qu'augmenter un livre raisonnable, le mieux que je pouvais faire était de me reposer. Je pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés, et je gardai un tempérament qui les rapprochait. Je ne feignis point d'ajouter quelques nouvelles remarques à celles qui avaient déjà grossi du double la première édition de mon ouvrage. Mais enfin, que le public ne fût point obligé de parcourir ce qui était ancien pour passer à ce qu'il y avait de nouveau, et qu'il trouva sous ses yeux ce qu'il avait seulement envie de lire. Je pris soin de lui désigner cette seconde augmentation par une marque particulière. Je crus aussi qu'il ne serait pas inutile de lui distinguer la première augmentation par une autre plus simple, qui servit à lui montrer le progrès de mes caractères et à aider son choix dans la lecture qu'il en voudrait faire. Et comme il pouvait craindre que ce progrès n'allât à l'infini, j'ajoutai à toutes ces exactitudes une promesse sincère de ne plus rien hasarder en ce genre. Que si quelqu'un m'accuse d'avoir manqué à ma parole en insérant dans les 3 éditions qui ont suivi un assez grand nombre de nouvelles remarques, il verra du moins qu'en les confondant avec les anciennes par la suppression entière de ces différences qui se voient par apostille, j'ai moins pensé à lui faire lire rien de nouveau qu'à laisser peut-être un ouvrage de mœurs plus complet, plus fini et plus régulier à la postérité. Ce ne sont point au reste des maximes que j'ai voulu écrire. Elles sont comme des lois dans la morale, et j'avoue que je n'ai ni assez d'autorité, ni assez de génie pour faire le législateur. Je sais même que j'aurais péché contre l'usage des maximes, qui veut qu'à la manière des oracles, elles soient courtes et concises. Quelques-unes de ces remarques le sont, quelques autres sont plus étendues. On pense les choses d'une manière différente et on les explique par un tour aussi tout différent, par une sentence, par un raisonnement, par une métaphore ou quelque autre figure, par un parallèle, par une simple comparaison, par un fait tout entier, par un seul trait, par une description, par une peinture. De là procède la longueur ou la brièveté de mes réflexions.
Ceux enfin qui font des maximes veulent être creux. Je consens, au contraire, que l'on dise de moi que je n'ai pas quelquefois bien remarqué, pourvu que l'on remarque mieux. Des ouvrages de l'esprit. Tout est dit, et l'on vient trop tard. Depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et meilleur est enlevé. L'on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d'entre les modernes. Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments. C'est une trop grande entreprise. C'est un métier que de faire un livre, comme de faire une pendule. Il faut plus que de l'esprit pour être auteur. Un magistrat allait, par son mérite, à la première dignité. Il était homme délié et pratique dans les affaires. Il a fait imprimer un ouvrage moral, qui est rare par le ridicule. Il n'est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait que d'en faire valoir un médiocre par le nom qu'on s'est déjà acquis. Un ouvrage satirique ou qui contient des faits, qui est donné en feuilles sous le manteau aux conditions d'être rendu de même, s'il est médiocre, passe pour merveilleux l'impression et l'écueil. Si l'on note de beaucoup d'ouvrages de morale l'avertissement au lecteur, l'épître dédicatoire, la préface, la table, les approbations, il reste à peine assez de pages pour mériter le nom de livre. Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insupportable. La poésie, la musique, la peinture, le discours public. Quel supplice que celui d'entendre déclamer pompeusement un froid discours ou prononcer de médiocres vers avec toute l'emphase d'un mauvais poète. Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de longues suites de vers pompeux qui semblent forts, élevés et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute avidement, les yeux élevés et la bouche ouverte, croit que cela lui plaît, et à mesure qu'il y comprend moins, l'admire davantage. Il n'a pas le temps de respirer, il a à peine celui de se récrier et d'applaudir. J'ai cru autrefois, et dans ma première jeunesse, que ces endroits étaient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et l'amphithéâtre, que leurs auteurs s'entendaient eux-mêmes et qu'avec toute l'attention que je donnais à leur récit, j'avais tort de n'y rien entendre. Je suis détrompée. L'on n'a guère vu jusqu'à présent un chef-d'œuvre d'esprit qui soit l'ouvrage de plusieurs. Homère a fait l'Iliade, Virgile l'Énéide, Tite-Live ses Décades, et l'orateur romain ses oraisons. Il y a dans l'art un point de perfection comme de bonté ou de maturité dans la nature. Celui qui le sent et qui l'aime a le goût parfait. Celui qui ne le sent pas et qui aime en deçà ou au-delà a le goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais goût. Et l'on dispute des goûts avec fondement. Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les hommes, ou, pour mieux dire, il y a peu d'hommes dont l'esprit soit accompagné d'un goût sûr et d'une critique judicieuse. La vie des héros a enrichi l'histoire, et l'histoire a embelli les actions des héros. Ainsi, je ne sais qui sont plus redevables, ou ceux qui ont écrit l'histoire à ceux qui leur en ont fourni une si noble matière, ou ces grands hommes à leurs historiens. Amas d'Épiphète, mauvaise louange, ce sont les faits qui louent et la manière de les raconter. Tout l'esprit d'un auteur consiste à bien définir et à bien peindre. Moïse, Homère, Platon, Virgile, Horace ne sont au-dessus des autres écrivains que par leur expression et par leur image.
Il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement, fortement, délicatement. On a dû faire du style ce qu'on a fait de l'architecture. On a entièrement abandonné l'ordre gothique que la barbarie avait introduit pour les palais et pour les temples. On a rappelé le dorique, l'ionique et le corinthien. Ce qu'on ne voyait plus que dans les ruines de l'ancienne Rome et de la vieille Grèce devenue moderne éclate dans nos portiques et dans nos péristyles. De même, on ne saurait en écrivant rencontrer le parfait. Et s'il se peut, surpasser les anciens que par leur imitation. Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes, dans les sciences et dans les arts, aient pu revenir au goût des anciens et reprendre enfin le simple et le naturel? On se nourrit des anciens et des habiles modernes. On les presse, on en tire le plus que l'on peut, on en renfle ses ouvrages. Et quand enfin l'on est auteur et que l'on croit marcher tout seul, on s'élève contre eux, on les maltraite, semblables à ces enfants drus et forts dans un bon lait qu'ils ont sucé, qui battent leur nourrice. Excusez-moi, semblables à ces enfants drus et forts d'un bon lait qu'ils ont sucé, qui battent leur nourrice. Un auteur moderne prouve ordinairement que les anciens nous sont inférieurs en deux manières, par raison et par exemple. Il tire la raison de son goût particulier et l'exemple de ses ouvrages. Il avoue que les anciens, quelque inégaux et peu corrects qu'ils soient, ont de beaux traits. Il les cite, et ils sont si beaux qu'ils font lire sa critique. Quelques habiles prononcent en faveur des anciens contre les modernes, mais ils sont suspects et semblent juger en leur propre cause, tant leurs ouvrages sont faits sur le goût de l'Antiquité. On les récuse. L'on devrait aimer à lire ces ouvrages à ceux qui en savent assez pour les corriger et les estimer. Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage est un pédantisme. Il faut qu'un auteur reçoive avec une égale modestie les éloges et la critique que l'on fait de ses ouvrages. Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne. On ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est vrai néanmoins qu'elle existe, que tout ce qui ne l'est point est faible et ne satisfait point un homme d'esprit qui veut se faire entendre. Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent que l'expression qu'il cherchait depuis longtemps sans la connaître et qu'il a enfin trouvée est celle qui était la plus simple, la plus naturelle, qui semblait devoir se présenter d'abord et sans effort. Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à retoucher à leurs ouvrages. Comme elle n'est pas toujours fixe et qu'elle varie en eux selon les occasions, ils se refroidissent bientôt pour les expressions et les termes qu'ils ont le plus aimés. La même justesse d'esprit qui nous fait écrire de bonnes choses nous fait appréhender qu'elles ne le soient pas assez pour mériter d'être lues. Un esprit médiocre croit écrire divinement, un bon esprit croit écrire raisonnablement. L'on m'a engagé, dit Ariste, à lire mes ouvrages à Zoïle. Je l'ai fait. Ils l'ont saisi d'abord et avant qu'il ait eu le loisir de les trouver mauvais, il les a loués modestement en ma présence. Et il ne les a pas loués depuis devant personne. Je l'excuse et je n'en demande pas davantage à un auteur. Je le plains même d'avoir écouté de belles choses qu'il n'a point faites. Ceux qui, par leurs conditions, se trouvent exempts de la jalousie d'auteur ont ou des passions ou des besoins qui les distraient et les rendent froids sur les conceptions d'autrui. Personne presque, par la disposition de son esprit, de son cœur et de sa fortune, n'est en état de se livrer au plaisir que donne la perfection d'un ouvrage. Le plaisir de la critique nous ôte celui d'être vivement touchés de très belles choses.
Bien des gens vont jusqu'à sentir le mérite d'un manuscrit qu'on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur, jusqu'à ce qu'ils aient vu le cours qu'il aura dans le monde par l'impression, ou quel sera son sort parmi les habiles. Ils ne se hasardent point leur suffrage, et ils veulent être portés par la foule et entraînés par la multitude. Ils disent alors qu'ils ont les premiers approuvé cet ouvrage et que le public est de leur avis. Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de nous convaincre qu'ils ont de la capacité et des lumières, qu'ils savent juger, trouver bon ce qui est bon et le meilleur ce qui est le meilleur. Un bel ouvrage tombe entre leurs mains. C'est un premier ouvrage. L'auteur ne s'est pas encore fait un grand nom. Il n'a rien qui prévienne en sa faveur. Il ne s'agit point de faire sa cour ou de flatter les grands en applaudissant à ses écrits. On ne vous demande pas, zélote, de vous récrier « c'est un chef-d'œuvre de l'esprit, l'humanité ne va pas plus loin, c'est jusqu'où la parole peut s'élever. On ne jugera à l'avenir du goût de quelqu'un qu'à proportion qu'il en aura pour cette pièce. » Phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la pension ou l'abbaye, nuisibles à cela même qui est louable et qu'on veut louer. Que ne disiez-vous seulement « Voilà un bon livre ?» Vous le dites. Il est vrai, avec toute la France, avec les étrangers comme avec vos compatriotes, quand il est imprimé par toute l'Europe et qu'il est traduit en plusieurs langues. Il n'est plus de temps. Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent certains traits dont ils n'ont pas compris le sens et qu'ils altèrent encore par tout ce qu'ils y mettent du leur. Et ces traits ainsi corrompus et défigurés, qui ne sont autre chose que leurs propres pensées et leur expression, ils les exposent à la censure, soutiennent qu'ils sont mauvais, et tout le monde convient qu'ils sont mauvais. Mais l'endroit de l'ouvrage que ces critiques croient citer, et qu'en effet ils ne citent point, n'en est pas pire. Que dites-vous du livre d'Hermodore ? Qu'il est mauvais, répond Antime. Qu'il est mauvais. Qu'il est tel, continue-t-il, que ce n'est pas un livre, ou qui mérite du moins que le monde en parle. Mais l'avez-vous lu ? Non, dit Antime. Que n'ajoute-t-il que Fulvie et Mélanie l'ont condamné sans l'avoir lu ? Et qu'il est ami de Fulvie et de Mélanie ? Arsène, du plus haut de son esprit, contemple les hommes et dans l'éloignement d'où il les voit. Il est comme effrayé de leur petitesse, loué, exalté et porté jusqu'aux cieux par de certaines gens qui se sont promis de s'admirer réciproquement. Il croit avec quelque mérite qu'il a possédé tout celui qu'on peut avoir et qu'il n'aura jamais occupé et rempli de ses sublimes idées. Il se donne à peine le loisir de prononcer quelques oracles. Élevé par son caractère au-dessus des jugements humains, il abandonne aux âmes communes le mérite d'une vie suivie et uniforme. Et il n'est responsable de ses inconstances qu'à ce cercle d'amis qui les idolâtrent. Eux seuls savent juger, savent penser, savent écrire, doivent écrire. Il n'y a point d'autre ouvrage d'esprit si bien reçu dans le monde, et si universellement goûté des honnêtes gens. Je ne dis pas qu'il veuille approuver, mais qu'il daigne lire. Incapable d'être corrigé par cette peinture, qu'il ne lira point. Théocrine sait des choses assez inutiles. Il a des sentiments toujours singuliers. Il est moins profond que méthodique. Il n'exerce que sa mémoire. Il est abstrait, dédaigneux, et il semble toujours rire en lui-même de ceux qu'il croit ne le valoir pas. Le hasard fait que je lui lis mon ouvrage. Il l'écoute. Est-il lu ? Il me parle du sien. Et du vôtre, me direz-vous. Qu'en pense-t-il ? Je vous l'ai déjà dit. Il me parle du sien. Il n'y a point d'ouvrage si accompli qui ne fondit tout entier au milieu de la critique.
si son auteur voulait en croire tous les censeurs qui ôtent chacun l'endroit qui leur plaît le moins. C'est une expérience faite que, s'il se trouve 10 personnes qui effacent d'un livre une expression ou un sentiment, l'on en fournit aisément un pareil nombre qui les réclame. Ceci s'écrit. Pourquoi supprimer cette pensée? Elle est neuve, elle est belle, et le tour en est admirable. Et cela affirme au contraire ou qu'ils auraient négligé cette pensée ou qu'ils lui auraient donné un autre tour. Il y a un terme, disent les uns, dans votre ouvrage, qui est rencontré et qui peint la chose au naturel. Il y a un mot, disent les autres, qui est hasardé et qui d'ailleurs ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-être faire entendre. Et c'est du même trait et du même mot que tous ces gens s'expliquent ainsi. Et tous sont connaisseurs et passent pour tels. Quel autre parti pour un auteur que d'oser, pour lors, être de l'avis de ceux qui l'approuvent? Un auteur sérieux n'est pas obligé de remplir son esprit de toutes les extravagances, de toutes les saletés, de tous les mauvais mots que l'on peut dire et de toutes les ineptes applications que l'on peut faire au sujet de quelque endroit de son ouvrage, et encore moins de les supprimer. Il est convaincu que quelque scrupuleuse exactitude que l'on ait dans sa manière d'écrire, la raillerie froide des mauvais plaisants, est un mal inévitable et que les meilleures choses ne leur servent souvent qu'à leur faire rencontrer une sottise. Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce serait encore trop que les termes pour exprimer les sentiments. Il faudrait leur parler par signes ou sans parler, se faire entendre. Quelque soin qu'on apporte à être serré et concis et quelque réputation qu'on ait d'être tel, ils vous trouvent diffus. Il faut leur laisser tout à suppléer et n'écrire que pour eux seuls. Ils conçoivent une période par le mot qui la commence et par une période tout un chapitre. Leur avez-vous lu un seul endroit de l'ouvrage? C'est assez. Ils sont dans le fait et entendent l'ouvrage. Un tissu d'énigmes leur serait une lecture divertissante. Et c'est une perte pour eux que ce style estropié qui les enlève soit rare et que peu d'écrivains s'en accommodent. Les comparaisons tirées d'un fleuve dont le cours, quoique rapide, est égal et uniforme, ou d'un embrasement qui, poussé par les vents, s'épand au loin dans une forêt où il consume les chênes et les pins, ne leur fournissent aucune idée de l'éloquence. Montrez-leur un feu grégeois qui les surprenne, ou un éclair qui les éblouisse. Ils vous quittent du bon et du beau. Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ouvrage parfait ou régulier. Je ne sais s'il s'en est encore trouvé de ce dernier genre. Il est peut-être moins difficile au rare génie de rencontrer le grand et le sublime que d'éviter toutes sortes de fautes. Le Cid n'a eu qu'une voix pour lui à sa naissance, qui a été celle de l'admiration. Il s'est vu plus fort que l'autorité et la politique qui ont tenté vainement de le détruire. Il a réuni en sa faveur des esprits toujours partagés d'opinions et de sentiments, les grands et le peuple. Ils s'accordent tous à le savoir de mémoire et à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent. Le Cid, enfin, est l'un des plus beaux poèmes que l'on puisse faire et l'une des meilleures critiques qui ait été faite sur aucun sujet, et celle du Cid. Voilà, c'est ainsi que s'achève ma première lecture des caractères de La Bruyère. Je vais vous donner une petite citation de ce livre avant de vous quitter. C'est par la faiblesse que l'on est un ennemi et que l'on songe à s'en venger. Et c'est par paresse que l'on s'apaise et qu'on ne se venge pas. Voilà, bonne soirée, à tout de suite.